désarmement. C'est la raison pour laquelle, en général, on dit qu'on sait quand est-ce que la guerre commence, mais on ne sait jamais quand est-ce qu'elle prend fin. Donc, ce qui pourrait arriver éventuellement, c'est que les deux positions se durcissent et que les rebelles dans le Nord disent, bon, ok, pas de résultat crédible d'élection, bon, on ne dépose pas les armes et puis ça va continuer, quoi. Gbagbo, pendant 8 ans, s'était contenté de 37, enfin 8 ans ou un peu moins, s'était contenté de 37% du territoire. Il pourrait toujours continuer de s'en contenter avec ses militaires à lui, donc on tomberait dans une situation de partition. Tout à fait. Et avant que de m'y étendre, je voudrais dire, oui, nous avons parlé des militaires, mais il y a une autre possibilité qu'il faudrait envisager. C'est celle-là où, par exemple, on verrait les militaires se laisser convaincre de la réalité de la victoire de Ouattara et que de l'intérieur même de l'armée, il y ait une fronde et que le rapport de force se fasse désormais en faveur du candidat Ouattara et que, pour finir, les militaires montrent la porte de sortie à M. Gbagbo pour lui dire veuillez tranquillement vous retirer, ou alors il suivra le sort de quelqu'un avant lui pour que le vainqueur soit installé. Et vous avez dit, s'il s'est contenté d'à peine la moitié du territoire du pays, il n'est pas exclu que dans la posture qu'il adopte aujourd'hui, il envisage que nous revenions au statu quo ante, c'est-à-dire à celle qui est née au lendemain de l'agression du 19 septembre 2002, et que lui puisse continuer à se contenter d'être président de la Côte d'Ivoire, puisque les autres de l'autre côté n'ont pas désigné un président. Il dira oui, ils occupent une partie du territoire, mais je suis toujours le président, je suis là, et c'est moi qui gère la crise, quoi. Voilà. Scénario catastrophe. C'est pas exclu. Ça y est, nous allons parler maintenant du rôle que prend la communauté internationale dans cette crise-là, dans les tensions en Côte d'Ivoire. On voit la France en arrière-plan, c'est comme si la France avait sous-traité le dossier ivoirien aux États-Unis, qui sont très en avant. On a entendu Hillary Clinton dès le lendemain des élections, en gros. Est-ce que c'est une redistribution de cartes dans la sous-région, ou est-ce que c'est juste de l'ordre de la stratégie? Est-ce que c'est juste ponctuel? Redistribution des cartes au plan de la politique internationale, je ne pense pas que ce soit encore le cas. Mais on connaît l'intérêt du président Obama pour l'Afrique. Et rappelez-vous sa phrase à Accra, la bonne gouvernance précède le développement. Et s'il lutte pour que l'Afrique se développe, il lutte pour qu'il y ait bonne gouvernance. Et la bonne gouvernance passe aussi par la bonne gestion des élections. La communauté internationale, je crois qu'elle est fatiguée du coût de la guerre ou de la non-guerre qui prévaut en Côte d'Ivoire. Non seulement en termes humains, en termes logistiques, mais en termes financiers aussi. Ça coûte beaucoup, beaucoup à la communauté internationale d'être présente en Côte d'Ivoire et d'être là à gérer les humeurs d'un homme. Et je crois que c'est pour cette raison-là que nous observons son activisme. Que la communauté internationale presse M. Gbagbo de débarrasser le plancher parce qu'elle en a manifestement marre. Et le rôle de la France avait dit, on va l'amener essentiellement aux instituts de sondage. Et je vous rappelle, à l'issue du premier tour, le président Sarkozy avait félicité M. Gbagbo pour cette 38%. Ça m'a paru politiquement cynique qu'un président sortant qui arrive en tête avec 38% est talonné par son adversaire à 32%, donc avec un écart aussi ténu, puisse être félicité par quelqu'un. On a continué donc, à mon avis, à l'anesthésier pour lui faire croire que c'était jouable pour lui. D'accord, oui, il y a une information qui nous parvient à l'instant. L'armée ivoirienne se mêle des choses. La situation semble dégénérer. L'armée vient de bloquer les voies aériennes, les voies terrestres, les frontières du pays. L'armée ivoirienne se mêle donc d'élections. Ce qui n'est pas une excellente nouvelle, hein. On peut tous le constater et l'admettre. Nous parlions avec Wilfried Léandre Rumbedi du rôle de la France, des États-Unis très en avant sur cette question-là, sur la question ivoirienne. Et ma question pour vous, c'est de savoir, est-ce que la France n'est pas complexée dans le dossier ivoirien? On sait que ça s'était très mal passé entre Jacques Chirac et Laurent Gbagbo. Est-ce que Nicolas Sarkozy n'est pas frileux? Non, ce qui se passe en ce moment, à mon avis, de plus en plus, la France veut laisser les Nations Unies prendre le pas sur tout ce qui va se faire en Côte d'Ivoire. Pour la simple raison que chat échaudé a peur de l'eau froide. Alors, donc, que les États-Unis prennent une position en avance, c'est clair que c'est la position d'Obama. Et puis, il ne faut pas oublier la position de la Côte d'Ivoire dans ce pays qu'est la Côte d'Ivoire. La position de la Côte d'Ivoire dans la sous-région, pardon. Alors, il reste assez clair que
un pays comme la Côte d'Ivoire en crise n'arrange personne. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs tout le monde, tous ceux qui peuvent mettre la main à la pâte, ont mis la main à la pâte pour que ce pays-là sorte de là où il est en train de s'empestrer. La preuve, ce dont on parlait tout à l'heure, l'armée ivoirienne vient de bloquer toutes les frontières du pays. C'est une information qui vient de nous parvenir. Toutes les frontières du pays. Et je pense que les heures à venir nous réservent encore d'autres choses. Et bon, oui, mais on a entendu l'ONU encore ce soir mettre en garde les acteurs ivoiriens. Et précisément, est-ce que l'ONU est capable de contrôler une situation comme celle-là? Je m'en vais vous dire une chose. Il faut que l'ONU sorte des bureaux. Il faut que l'ONU sorte des gros mots. Oui, nous condamnons. Vous condamnez, vous faites quoi? Dans un pays comme la Côte d'Ivoire, moi je pense que les mots ne servent pas à grand-chose. Il faut aller aux actes. Qu'est-ce que les acteurs ivoiriens risquent en gros de la part de l'ONU? Oui, je dirais d'abord par rapport à l'ONU. Et je crois que Fiacre est assez sévère avec l'ONU. Il sait très bien le rôle que l'ONU joue là. Et je sais que dans le cadre de cette élection, ils ont été très actifs, ont même contribué au transport des résultats. Et c'est ça qui permet en plus, qui doit mettre M. Gbagbo en position délicate, parce que l'implication de l'ONUCI atteste quelque peu de la crédibilité de ce processus-là, et donc vient battre en brèche la thèse de la fraude massive. Aujourd'hui, vous l'avez dit, nous en parlions à l'instant, si l'armée s'en mêle, vous savez ce que ça signifie? Personne n'entre dans le territoire et j'espère qu'ils n'empêcheront pas le médiateur lui-même de se porter dans le pays. Mais en droit, c'est ce que ça veut dire. On peut toujours trouver des aménagements à l'intérieur d'une telle situation, mais il faut déplorer ça et nous allons suivre pour voir jusqu'où ça va atterrir. Oui, quels sont vos pronostics pour sortir de cette émission? Je ne ferai que me redire, soit le candidat Gbagbo et son camp accepte la vérité des urnes telle qu'elle semble se dessiner et que le Conseil constitutionnel la confirme, soit il refuse et s'entête, cherche à confisquer le pouvoir, et alors, on a dit, l'armée, sous son aiguillonnage à lui-même ou de son propre chef, décide de nettoyer le plancher, fait appel à un recours ou confisque elle-même le pouvoir pour essayer de mettre de l'ordre. Oui, même question, vos pronostics pour la Côte d'Ivoire? Bon, moi, d'une manière ou d'une autre... J'imagine que ce n'est pas très optimiste ce soir. Oui, mais d'une manière ou d'une autre, moi, à mon avis, je prévois difficilement. Mais je pense à deux scénarios catastrophes. D'une manière générale, on va se retrouver face à la situation de 2000, où ils vont aller chercher le pouvoir dans la rue, ou soit Gbagbo, le président actuel, s'entête à rester au pouvoir, il va y avoir des problèmes jusqu'à la fin d'un pseudo-second mandat. Et la guerre reprend. Et puis la guerre reprend. Donc, excusez-moi, la seule porte de sortie pour ce pays aujourd'hui, c'est de faire face à ces résultats, mais de vrais résultats. Moi, je n'arrive pas à comprendre qu'on dise... Quand le Premier ministre Ouattara propose un gouvernement d'union nationale, ça peut être l'objet, oui... Ça, c'est l'autre bon côté de la chose, c'est-à-dire que si jamais il était confirmé comme président et qu'il devenait président, la seule chose à faire dans ce pays, c'est faire un gouvernement d'union nationale où tous les Ivoiriens devront être présents pour la construction de ce pays. C'est cela que la Côte d'Ivoire a besoin. Bien sûr. Nous allons sortir de cette émission vos mots de fin respectifs, et ça va consister à quoi? Ça va consister à tirer les enseignements assez rapidement du scrutin en Côte d'Ivoire, de la tension qui a suivi, de la période post-électorale plutôt agitée, de tirer ces enseignements-là pour notre pays, le Bénin. Oui, là, moi je suis vraiment embêté, mais vraiment embêté et peiné de voir que chaque fois, c'est dans nos pays africains qu'aux sorties d'élections, il y a des contestations, il y a des problèmes, et c'est toujours nous qui sommes assistés. Après, on dit qu'on est des pays indépendants. Je suis vraiment embêté pour un pays comme la Côte d'Ivoire qui était la locomotive d'une Afrique occidentale, qui était fière de sa Côte d'Ivoire. Il y avait des gens qui disaient, au lieu d'aller à Paris, je préfère aller à Abidjan. Maintenant, aujourd'hui, tout le monde a peur d'aller en Côte d'Ivoire.
je souhaite sincèrement que ce pays retrouve la paix. Vous n'avez rien dit des enseignements que le Bénin les enseignements pour son processus électoral. Les enseignements des élections, contestations. Excusez-moi, c'est toujours la rue qui après. Wilfried Léandre Mbedji. Oui, non, j'ai dit à l'entame de cette émission qu'il n'était pas à calcul politicien, à la fixation au cours duquel la CEI devrait proclamer ce qui peut justifier ou l'imbroglio politico-juridique dans lequel nous sommes actuellement. Je vais faire le parallèle et dire que chez nous aussi, ceux qui s'activent et qui font des pieds et des mains pour le pays de disposer en temps opportun ou qui conditionnent à la réalisation, pas à exclure qu'ils soient dans le même type de calcul, et je veux leur dire que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets et que quand la démocratie du plus fort se manifeste comme elle se manifeste là, je n'ai que Alpha Blondy à citer, une rafale de mitraillettes passe par là, c'est un regrettable accident, le même rituel sanglant, et puis voilà, et je crois que le Bénin a de grandes choses à faire pour tourner la page des approximations, pour tourner la page des faux calculs et se tourner résolument vers son avenir qui, à mon sens, est prometteur si nous osons faire notre évolution. Très bien, chers amis, merci d'être venus. Fiacre Vidjanaïnou. Vidjanaïnou, je rajoute mes excuses. Fiacre, merci d'être venu, merci infiniment. Vous êtes un habitué maintenant. Wilfried Léandre Mbedji, merci d'être venu. C'est moi, oui. La Côte d'Ivoire n'est donc pas sortie de l'auberge, c'est ce qu'on retiendra, c'est le fin mot de l'histoire, le simulacre, la farce, le spectacle ubuesque qui se déroule sous nos yeux ne nous change pas beaucoup de ce que nous avons vu et vécu ces 20 dernières années venant de la Côte d'Ivoire, un pays pourtant cher à nos cœurs. Nous lui avions souhaité le meilleur, nous nous sommes même laissés emballer un temps quand nous avions suivi le face-à-face Gbagbo-Ouattara. Mais aujourd'hui, ce jeudi, l'actualité s'est accélérée, les choses sont allées très vite. Il y a eu proclamation de résultats provisoires par le président de la CEI, Youssouf Bakayoko. Il y a eu le président de la Cour constitutionnelle, Paul Yao Ndri, qui a dit en gros que ces résultats-là ne sont pas valables. Et puis, on l'a appris depuis tout à l'heure, l'armée ivoirienne s'en est mêlée, l'armée ivoirienne a fermé les frontières, a bloqué les voies terrestres, les voies aériennes et tout. Donc, c'est un huis clos en ce moment en Côte d'Ivoire, ça ne sent pas bon. Et puis, je sens qu'on reviendra ici parler de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, ces jours-ci, sera en boucle et en mondiovision sur toutes les bonnes chaînes du monde et sur Canal 3 Bénin aussi, évidemment. Allez, croisons les doigts pour la Côte d'Ivoire, que cette histoire-là se finisse plutôt bien. Et puis, nous avons fini avec notre pays, le Bénin. Ceux qui planent quand même, nous n'en sommes pas là, mais ceux qui planent quelques hypothèques sur son processus électoral. Chers amis, merci d'être venus, merci infiniment et bonsoir chez vous. Canal 3, en partenariat avec BG Communication, vous présente